Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent juste maintenant, enfin, pas dans la salle, mais pour le septième enseignement, pourquoi les robots n'auront jamais de corps. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, donc j'enseigne la méditation. Alors ça se passe pas comme souvent, c'est comme ça s'est passé ce soir, mais j'enseigne la méditation. Et puis je donne un enseignement et chaque année, il y a un fil conducteur, et cette année, c'est reprendre corps. Avec l'idée qu'au fond, ce que nous donne à entendre la méditation, mais dans l'instruction que j'ai donnée, dans ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je l'ai déjà beaucoup mentionné, que le cœur de la méditation, c'est d'abord de se poser dans toute sa présence corporelle, et en revenant corporellement présent, c'est notre être et notre vie qui se réouvrent. Et que nous pensons souvent résoudre nos problèmes par une réflexion, et par une réflexion en essayant de comprendre ce qui nous arrive, et en voulant à partir de là faire une action volontaire qui va transformer les choses. Et la méditation nous dit que si nous voulons changer, c'est d'abord en nous posant sans rien faire, dans la plénitude de notre être, corporellement, que quelque chose peut se transformer. Qu'au fond, ce n'est pas nous qui décidons de nous transformer, c'est en revenant pleinement vivant que nous laissons les choses retrouver leur propre justesse. Il y a un écho, Bruno. On ne peut pas l'enlever ? Donc c'est ça le thème de cette année, c'est d'essayer de voir comment on peut reprendre corps. Et c'est très très difficile parce que on n'a aucune idée de ce que c'est le corps. Et c'est très très embêtant parce que déjà, même quand on dit corps, on a l'impression que c'est le corps séparé des émotions, séparé de l'esprit. Donc c'est déjà perdu. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le corps dont on parle. C'est la présence qui se manifeste corporellement. Donc c'est très 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 difficile. Au fond, si j'osais, je dirais, nous avons en réalité, mais ne le prenez pas mal, mais je crois que si j'osais, en toute rigueur, je devrais dire, vous ne savez pas du tout ce qu'est avoir un corps. Mais vous allez peut-être mal le prendre, donc je n'ose pas dire ça. Plus je travaille sur ces enseignements, que j'ai essayé de contempler, d'examiner, plus je suis frappé que nous avons bien des sensations, des intuitions, des expériences du corps, mais à la seconde où nous devons essayer de vivre fidèle à ça, que nous devons même en parler, c'est parti, c'est perdu. Alors je reprends toujours l'exemple que j'ai repris tous les mercredis, où on a tous fait l'expérience de nager, par exemple. Quand on nage, on est pleinement en rapport à la mer, on a une expérience qui est complètement corporelle, qui n'est pas du tout mécanique. Mais si je veux commencer à en parler, c'est tout de suite perdu. Alors, une manière dont c'est perdu, c'est que, par exemple, les gens pensent que les robots ont un corps. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un quand j'essayais de préparer la logique de mes enseignements. Je lui disais, les robots n'ont pas de corps. Elle me disait, mais si, les robots ont un corps, ils peuvent faire des choses. Qui ici, personne ne va oser lever la main, est-ce que quelqu'un ici pense que les robots ont un corps ? Levez la main. C'est bien. C'est bien, merci. Alors, c'est que les gens dans l'école sont des gens exceptionnels, qui ont déjà une expérience de méditation. Donc vous avez déjà... Mais je crois que si on faisait un sondage, maintenant on sait que les sondages ne sont qu'une photographie à un temps T donné, je crois que la plupart des gens penseraient, oui, je ne vois pas pourquoi les robots n'ont pas de corps. Et en effet, bientôt, les robots pourront faire tout ce que fait un être humain, sauf être un être humain. Il pourra gérer toutes les informations. Mais le problème, c'est que gérer toutes les informations qui nous permettent de faire plein de choses, ce n'est pas ça, être corporellement présent au monde. Et c'est ça la difficulté qu'il faut que je réussisse à vous montrer ce soir. Être corporellement au monde n'est pas une action physique.
Si je m'imagine être en Afrique, dans le désert, avec les dunes, le sable, les éléphants, moi, je me mettais en Afrique, mais si j'imagine, mon corps entre en jeu. Parce que les montagnes ou le désert africain que j'imagine, ou plutôt que je me rends présent, en m'en souvenant, sont donnés sensiblement. Si je pense que je suis dans le désert, il y a bien une expérience sensible du désert. Le corps n'est pas qu'un corps matériel au sens de la physique. Il est certes un ensemble de fonctions, mais dans une unité. Excusez-moi, là, vous avez déjà le premier point. C'est-à-dire, même penser être en Afrique, c'est déjà une expérience qui implique un certain manière d'être corporellement, sensiblement. Mais après, deuxième chose, le corps de l'être humain n'est pas un ensemble de fonctions comme le robot, mais c'est une unité et une intégrité profonde. Le robot il n'a pas d'unité. Je peux remplacer telle partie de son être par une autre partie de son être. Mais moi, ma main, ce n'est pas juste la fonction de ma main. Il y a quelque chose de mon être dans la main, dans mon pied. Mon pied n'est pas que mon pied. Mon pied, c'est aussi quelque chose de mon être. Peut-être troisième point, le corps du robot n'est pas son corps, c'est pas le sien. Il n'est pas en péril. Moi, mon corps, j'ai à en prendre soin parce qu'il est toujours dans une certaine fragilité. Le robot ne prend pas soin de son corps. Il peut prendre soin, il peut prendre usage de ses fonctions, mais il n'a pas de rapport à prendre soin de l'intégrité de son être. Je crois que la meilleure manière d'essayer de vous montrer ce qu'est le corps d'un être humain par rapport au corps d'un robot, c'est de vous lire un petit texte de Marcel Proust. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qui suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit. Le robot, il ne peut pas frotter ses joues contre les belles joues de l'oreiller. C'est pour ça qu'il n'a pas de corps. Et ça, c'est absolument quelque chose de tellement essentiel. Vous voyez ? Et je crois que c'est par Proust qu'on arrive, enfin par quelqu'un qui est absolument poète, qu'on entend quelque chose de ce que ça veut dire l'inscription corporelle, notre inscription dans le corps. Je vous lis un autre texte de Proust, parce que vous seriez trop triste si je ne vous en lisais qu'un. Quand je me réveillais, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir, à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des formes eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait par exemple allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin. Et aussitôt je me disais, tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. J'étais à la campagne chez mon grand-père, mort depuis bien des années,
Et mon corps, le côté sur lequel je reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la veilleuse de verre de Bohême, en forme d'urne, suspendue au plafond par des chaînettes, la cheminée en marbre de Sienne, dans ma chambre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment, je me figurais actuels, sans me les représenter exactement, et que je reverrai mieux tout à l'heure, quand je serai tout à fait éveillé. Voilà, ça c'est vraiment... Oui. Ouais, il n'y a rien à comprendre dans le texte. Si vous avez été complètement perdu, ça n'a aucune importance. Mais on voit dans le texte ce que c'est l'expérience du corps. C'est absolument cette manière dont le corps est d'emblée mémoire, en rapport à tout ce qui est, en rapport à tout ce qui a lieu, c'est complètement vivant. Pour le robot, que ce soit de la bouche de vache ou de la lavande, ça ne change rien. C'est deux informations différentes. Mais pour nous, c'est complètement différent. Ce n'est pas seulement qu'il y a eu une odeur qu'on va trouver agréable et une désagréable, c'est tout un champ de mémoire, de rappel, d'histoire qui est corporel. Vous voyez, l'odeur de la lavande, et pour chacun d'entre nous, c'est plein de choses. C'est... Vous voyez, corporellement, ce n'est pas qu'un truc de pensée. L'odeur de la lavande, c'est immédiatement, pour chacun d'entre nous différemment, tout un monde qui s'ouvre. Le corps nous ouvre à un monde tout de suite. Le robot, il n'a pas l'odeur de la lavande, n'ouvre aucun monde. Il peut juste, en sentant l'odeur de la lavande, savoir que ça c'est lavande, que ça c'est... Et puis il peut tirer toute une fiche de ce que c'est la lavande, mais ça ne lui ouvre rien. Ça n'a aucun pouvoir la lavande n'a aucun pouvoir d'évocation. Elle n'a qu'un pouvoir d'information. Le robot est capable de donner des informations, mais il n'a aucune capacité de mise en résonance. Or, le corps, c'est quoi? Ce n'est pas le recueillement d'informations, c'est une mise en résonance. Tout le discours actuel sur le corps scientifique prétend que le corps est un appareil enregistreur d'informations. Mais c'est complètement manqué ce que dit Proust. Proust est beaucoup plus vrai dans l'expérience de ce qu'est le corps que ce que nous disent la plupart des scientifiques. Vous voyez, on reprend quelque chose que je disais précédemment, que notre corps n'est pas un objet que je peux objectiver. C'est une énigme. Pas parce que c'est obscur, mais parce que ce n'est pas un objet. Et nous refusons l'idée que notre être, notre corps, ne soit pas des objets. On voudrait que ce soit des objets, mais ça n'est pas des objets. Ça ne peut pas se comprendre comme je comprends un objet, à cause de cette ampleur de mise en résonance, par exemple. Faire de notre corps un robot ou une machine, c'est objectiver le corps. Objectiver le corps, c'est perdre le corps. Reprendre corps, si vous voulez, c'est quitter l'objectivation du corps pour le retrouver vivant. Le corps objectivé, c'est un corps qui est privé de la vie. Le corps qu'on découvre dans la méditation, c'est un corps vivant. Nous vivons de plus en plus comme si notre corps n'était pas vivant. Le robot n'est pas vivant. Il peut faire des choses, il peut comprendre des informations, il peut réaliser des actions, mais il n'est pas vivant. Et nous avons tendance à nous penser comme... Nous nous pensons beaucoup plus comme un robot. Au fond, quand je disais au début, vous ne savez pas ce qu'est votre corps, parce que nous pensons davantage notre corps comme dans l'ordre de la machine que dans l'ordre du poème que nous révèle, par exemple, ce texte de Proust. C'est une erreur considérable. C'est une faute de... Vous voyez, c'est une faute de la raison. Proust est beaucoup plus rationnel que le scientifique qui présente le corps est comme un robot. C'est une atteinte à la raison, puisque ça n'est pas du tout vrai. C'est une faute. Un autre exemple où on voit ce qu'est le corps, c'est le sportif. Le corps du sportif, on voit bien qu'un acte,
le joueur de foot qui joue, son intelligence est investie dans son corps. Ce n'est pas du tout comme notre schéma habituel. Il réfléchit, nous on a l'idée, il réfléchit, et après, hop, action. Donc j'analyse le terrain, et selon l'angle là, la balle va arriver, je dois tirer à 30 degrés, et hop, il va se passer ça, et le but va marquer. Est-ce que vous voyez, ça c'est le schéma. Je prends conscience, et hop, volonté, pour reprendre la remarque de la volonté. Est-ce que c'est comme ça que ça passe? Pas du tout. Il est complètement synchronisé à l'entièreté du jeu, et au fond, il est d'autant plus synchronisé et d'autant plus intelligent qu'il ne pense pas. C'est bien parce que le joueur de foot ne pense pas qu'il pense. Il pense parce qu'il ne pense pas. Il est intelligent parce qu'il n'a pas besoin de passer par une intelligence qui... Mais, pour reprendre la question que on me posait tout à l'heure, mais le joueur de foot qui ne pense pas, qui est entièrement un avec le ballon, il a drôlement travaillé avant pour pouvoir y être à ce point de présence. Mais quand il est sur le terrain, il est juste pure présence. Et on pourrait dire, c'est sans limite la qualité de présence. Alors après, il y a des moments, au foot, il y a des moments miraculeux, parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui décide de rien, il n'y a plus aucun geste de volonté, tout le monde est tellement synchronisé qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de complètement... je ne sais pas comment on peut dire, de complètement... comment les gens disent, parce que moi je ne sais pas comment les gens disent. Comment on dit? Fluide. Moi, évidemment, oui, moi, qui ne suis pas toujours aussi désinvolte qu'il faudrait, moi, j'allais dire divin. Parce qu'évidemment, moi, je pense aux Grecs, le joueur est habité par le Dieu, parce que les Grecs, pour essayer de dire que ce n'est pas la volonté, ils disent que quand un joueur joue parfaitement bien, il y a comme un Dieu qui vient. Mais moi, quand je regarde les matchs de foot, c'est ça que je vois, moi. Hop, toc, tiens, il y a Apollon. C'était ça la demi-finale de la Coupe du Monde avec c'est Griezmann, c'est comme ça qu'on prononce. C'était absolument incroyable. Il y avait quelque chose de complètement inspiré. Ah, qui a dit ça? Inspiré. Voilà, parce que on ne dit plus comme ça maintenant, on ne dit plus c'est divin, mais on dirait inspiré. C'est vraiment magnifique. Il était inspiré. Et il est en général, le joueur, il est le premier surpris. Il y est de tout son être. Il y va de tout son cœur, mais après, il est inspiré. Et bien, ça montre ce qu'est le corps pour de bon. Ça, c'est ça, reprendre corps. Reprendre corps, c'est être comme Griezmann tout le temps. Oui, c'est tout à fait étrange, parce qu'on reprend corps en arrêtant de vouloir être dans l'explication consciente de ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit a disparu. Au contraire, le corps vivant, c'est le corps-esprit, le corps plein d'esprit. Le corps, et nous on pense comme ça. Il y a le corps mécanique, il y a l'esprit qui pense. Mon corps ne pense pas, il n'y a que mon esprit qui pense. C'est comme ça qu'on pense. Ouais. Quand Griezmann joue, on voit bien que son corps y pense. Son corps est entièrement plein de pensées. Mais aucun être humain n'a un corps sans pensée. Et le corps pense d'autant plus qu'on n'a pas besoin de passer par la conscience. Et c'est pour ça qu'il pense à bon escient. Mais mon exemple est bon, mais il est trop facile. Parce que, évidemment, on prend un sportif, mais vous êtes dans une réunion, vous sentez si c'est juste ou pas ce qui est dit là. On vous propose quelque chose. Vous sentez? Non. Vous sentez? Oui. Non. On est aussi inspiré. Tout le temps, quelqu'un rentre dans une pièce, on sent quelque chose. Tout le temps, notre corps pense. Quelqu'un rentre dans une pièce, vous sentez mal, vous sentez là quelque chose qui ne va pas. Votre corps, il a bien pensé, là. Mais pas comme un robot. Alors nous, on n'y arrive pas. Nous, on ne veut pas dire qu'il pense. On dit que c'est l'instinct, tout ça, mais c'est une forme de... Mais c'est moins bien, c'est beaucoup plus juste de dire que le corps pense. Mon corps n'est jamais
le corps d'un robot. Nous croyons aussi un peu, on aurait tendance à croire, mon corps est comme le robot, plus il a de la pensée en plus. Vous voyez, c'est ça que les gens pensent. Eh bien non, mon corps n'a rien en commun avec le robot. Tout est déjà pensé. Mon esprit n'est jamais pure computation. Il est toujours déjà corps. C'est ça que je disais, dès que je dis corps, c'est un peu foutu parce qu'on a l'impression qu'il y a corps séparé d'esprit. Mais dès que je pense corporellement. Dès que je bouge, penser, pensant. Vous voyez, là, on commence à dire des choses qui nous semblent à peu près sérieuses. Non ? Nous pensons que la pensée est affaire de code, de programme et de messages. Donc aujourd'hui, on vous explique qu'il faut reprogrammer l'esprit. C'est juste dingue comme idée, reprogrammer l'esprit. Mais votre esprit n'est pas l'esprit d'un ordinateur. Votre esprit, il est corps. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il faut reprogrammer l'esprit, vous devriez être horrifié. Vous devriez dire, mais c'est juste barbare, monstrueux, inhumain, déshumanisant. Tous les gens parlent de ça aujourd'hui, il faut reprogrammer l'esprit. Voilà, on a l'impression de parler. Alors évidemment, il y a des formes de thérapie beaucoup plus ultra chic que la psychologie. Maintenant, c'est technologique ou je ne sais pas quoi, ou comment on dit maintenant, quantique. Mais c'est juste pas du tout du bon ordre. Il n'y a réellement de thérapeutique qu'en tant qu'on remet l'être humain dans son être, pas qu'on le prive de son être. Je suis content pour une fois de pouvoir dire ça, c'est quand même... moi, je ne comprends pas que ça ne semble pas évident. C'est presque niveau jardin d'enfant. Aujourd'hui, personne n'entend plus ça, mais c'est jardin d'enfant. Est-ce que oui ou non, quand vous pensez, c'est toujours déjà corporel ? Est-ce que quand vous bougez, c'est pas toujours déjà habité par de la pensée ? Ben oui, c'est extrêmement simple. Personne qui a vu un match de foot, tous les gens qui ont vu un match de foot ont déjà vu ça. Tout le monde a fait cette expérience-là. Et hop, on en fait l'expérience et hop, on ne tient pas ça. C'est quand même tout à fait étrange. La pensée ne relève pas d'une combinatoire abstraite. L'artiste qui peint, l'écrivain qui écrit, il n'est pas coupé de son corps. Même l'écrivain qui écrit sur son ordinateur, il n'écrit pas qu'avec son ordinateur, il écrit avec tout son être. Il sent. Mais un prof qui fait cours, il ne fait pas cours avec que sa tête, même s'il ne bouge pas. Il fait cours avec tout son être, donc tout son corps, tout le temps. Pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi c'est tout de suite coupé ? Ça a l'air tellement étrange, alors que c'est tellement simple. Penser, c'est pour chacun se laisser surprendre par le corps. Voilà, ça serait une très bonne, on pourrait faire ça comme définition. Penser, c'est se laisser surprendre par le corps. Aucune pensée n'est l'accumulation abstraite d'un savoir. C'est toujours un engagement de tout mon être. Je ne peux penser que dans l'engagement de tout mon être. Alors, je devais parler aujourd'hui, si on peut me donner je dois parler aujourd'hui d'un tableau, puisque je me suis donné comme exercice, merci beaucoup Mathieu, de montrer ce que j'ai dit, parce que peut-être je l'ai dit d'une manière, et je le dis d'une autre manière en prenant un tableau, et là, j'ai choisi ce tableau, l'enfant au toton. Alors, le toton, c'est le nom de la petite, nous on appellerait plutôt ça une toupie, mais ce n'est pas vraiment une toupie, ça s'appelle un toton. Moi, je ne savais pas du tout, mais c'est le grand avantage de préparer mes enseignements, c'est que j'apprends des choses. Donc là, j'ai appris toton. Ce qui est extraordinaire dans cette peinture de l'enfant, c'est qu'on voit l'innocence de s'émerveiller au monde. On a l'enfant qui s'émerveille
de cette toupie, disons, qui tourne. Et on voit bien que l'émerveillement qu'il a devant cet objet est vraiment une expérience de tout son corps. Et évidemment, la beauté du tableau de Chardin, c'est qu'on sent toute l'innocence corporelle de l'enfant. On voit qu'il n'est pas en train de penser, mais on sent qu'il est dans une présence curieuse. Et ça, c'est vraiment la magie de Chardin, qui ne peint pas une image, mais qui montre une présence. Il ne peint pas une image, parce que quand on peint une image, on peint un corps enlevé, séparé de l'esprit. La plupart des tableaux, on montre des images. Donc on montre, comme la plupart des photographies. Un grand photographe, c'est autre chose. Dans la plupart des photographies, on montre une image. C'est-à-dire qu'on rabat votre être à l'image. Le peintre ou le photographe véritable, au lieu de rabattre votre être sur l'image, il s'ouvre à l'énigme de votre être. C'est ça que fait un peintre. Là, le Chardin montre l'énigme de la présence de l'enfant. Il ne le rabat pas à l'image qu'on peut avoir de voir un enfant. Si on regarde plus précisément le tableau, on voit qu'il y a l'émerveillement du maintenant. Le robot, est-ce qu'il a un maintenant, le robot? Non. Pour le robot, il n'y a jamais de maintenant. Il y a la répétition. Le robot, il tournerait la toupie, c'est toujours pareil. Tandis que l'enfant, c'est juste maintenant. Le tableau fait apparaître le côté complètement dense, unique du maintenant. C'est une expérience de l'éphémère. C'est l'expérience de l'existence. L'existence humaine est toujours en rapport au temps. Le texte de Proust parle du corps tout de suite en rapport au temps. C'est dans le temps que nous vivons. Le temps, c'est pas le temps qu'on enregistre c'est pas le temps qu'on enregistre avec sa montre. Le temps, c'est quelque chose qui est une qualité de présence. L'enfant, il est là. L'identité du robot est liée à sa fonction. L'enfant, ce n'est pas une fonction, c'est une qualité de présence. Le robot doit faire une action. Je peux faire n'importe quel robot qui fasse la même action, ça ne change rien. Mais si je vous mets une vieille dame aux cheveux blancs là, c'est plus le même tableau. Ça change tout. On peut remplacer telle forme du robot par une autre. La tâche du robot est effectuée, quelle que soit sa forme. La présence du robot n'est due qu'à la tâche qu'il doit accomplir. La présence de l'enfant est justement liée à sa présence. La forme pour le robot est optimisée par rapport à sa tâche. L'enfant n'est pas optimal pour faire tourner la toupie. C'est lui qui est le centre de la présence. Ce qui est émouvant avec ce tableau, c'est que le corps est lié à une forme de spontanéité. Justement parce que le corps n'est pas mécanique, n'est pas un objet mécanique. Et le tableau révèle ça. Le tableau nous éclaire un aspect absolument fondamental de ce que c'est qu'être un corps, qui est cette capacité spontanée. C'est la vie du corps frissonne, pleure, s'émeut. Vous voyez, le corps de l'enfant est en rapport dans la pièce à plein de choses. Il est en rapport pas seulement au toton, il est en rapport au mur, à l'espace derrière lui, comme dans le texte de Proust. C'est pareil que le texte de Proust. Notre corps est toujours présence d'un contexte extrêmement vaste. Le robot ne peut pas être fatigué, mais l'être humain peut être fatigué. Et la fatigue apporte de l'imprévu, amène un déplacement du rapport aux choses. Moi, j'écoutais une conférence hier soir, j'étais très fatigué à un moment. Ça changeait toute ma manière d'être, de me situer dans la pièce, d'écouter. J'ai fermé les yeux, j'ai dormi quelques secondes, mais on ne m'a pas vu.
Et oui, mais tout ça, on est d'emblée, tout ça, c'est entièrement plein, vivant. Et c'est ça que nous avons tendance à perdre. Donc voilà mon invitation. Votre corps n'est pas comme un robot, mais vous ressemblez bien davantage au petit garçon du tableau de Chardin. Si vous avez des questions, vous êtes vraiment bienvenus. Bonsoir, merci pour ce sujet fort intéressant. En fait, un des problèmes que j'ai avec ce sujet, c'est que souvent, les robots ont-ils un corps ou les robots ont-ils une conscience? C'est qu'on met souvent l'humain au centre de tout et qu'on se prend en tant que référent, alors qu'il y a plein d'autres situations. Par exemple, il y a d'autres êtres vivants sur Terre qui ont des corps et qui n'ont pas les mêmes corps que nous. Donc, par exemple... Je ne suis pas là, donc je suis désolé, mais j'ai fait un enseignement pourquoi l'homme qui voulait caresser le corps de son chat et qui n'y arriva jamais. Mais je ne peux pas reprendre ça. Mais le chat n'a pas de corps. Il n'y a que l'être humain qui a un corps. Et du reste, c'est très 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 frappant. En français, on ne dit pas le corps de mon chat. Il n'a pas besoin d'avoir un corps, le chat. Et d'abord, il ne peut pas être tout nu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a juste l'être humain qui a un corps et tous les autres animaux n'ont pas de corps. Ils n'ont pas besoin. D'abord, ils ne peuvent pas être tout nus. Vous avez remarqué? C'est complètement dingue, ça. Pourquoi il n'y a que l'être humain qui peut être tout nu? C'est très étrange. Le chat n'a pas de corps. Mais quand on dit ça, on dit oh, vous êtes méchant, c'est pas juste. Mais non, pas du tout, il n'a pas besoin. Pourquoi il a besoin? En plus, mais c'est vraiment frappant. On ne dit pas je caresse le corps de mon chat, je caresse mon chat. Vous imaginez? C'est quand même la langue ici est absolue. Il faut juste écouter. Et là, vous avez. Mais je comprends que vous avez déconcerté. C'est complètement déconcertant. Comme on n'a aucune idée qu'on a un corps, qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, on n'a aucune idée que c'est pas pareil que pour le chat. Je dirais le chat, il a, d'un certain point de vue, un avantage sur nous. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous appelez le corps? Parce que du coup, je ne pense pas que j'ai absolument tout compris si juste nous, on a un corps et tous les autres n'en ont pas. Mais, parce que je vous inviterai plutôt à rester sur ce que j'ai vu ce soir. Parce que sinon, je vais refaire l'enseignement que j'ai fait sur l'animal. Donc, si vous avez une question par rapport à ce que j'ai dit là, ce soir, c'est plus simple. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que vous voyez la différence entre votre corps et le robot. Si vous voyez ça, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà... S'il y a une chose que vous sentez sur la mise en présence, sur la différence entre l'enfant, c'est déjà très bien. Il y a encore d'autres séances, donc vous aurez d'autres occasions, parce qu'ils sont tous aussi étranges, mes titres. Parce que la prochaine fois... Ah oui, mais après c'est moins frappant, parce que les premiers étaient particulièrement frappants. Pourquoi Apollon est-il beau? Pourquoi n'y a-t-il pas de corps sans soin? L'homme qui voulait caresser le corps de son chat et qui n'y arriva jamais, évidemment, le chat n'a pas de corps. Je suis sans corps si je ne sais pas que les arbres sont vivants. C'est complètement un non-sens pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de... Les arbres, d'abord, ne sont pas vivants. Enfin bon, je peux juste essayer de vous désorienter suffisamment. Est-ce qu'il y a une autre... Oui. Moi, je me demandais... Quel est ton prénom? Antoine. Je me demandais, on a beaucoup parlé du corps vivant, en fait, et je me demandais quel rapport on doit avoir, ou on peut avoir avec les corps des morts, en fait.
Voilà. Mais Pourquoi vous posez cette question ? Je pose cette question parce que j'ai eu un décès dans ma famille il n'y a pas très longtemps et vous en avez parlé aussi du décès de François Roustan. Et du coup, je me suis vraiment... Parce qu'en fait, j'ai eu l'image de la façon dont aujourd'hui on traite le corps, que je trouve le corps des morts en fait, de façon assez violente, puisque du coup, cette personne de ma famille, j'ai eu l'impression que son corps est parti très rapidement en fait, au funérarium. Et du coup, et ça m'a fait penser à tout ce qui était veillé avant la veillée des morts, etc. Et voilà, du coup, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. C'est une très bonne question. C'est pas que la question du corps. Ça pose plein de questions, mais vous avez tout à fait raison. Le corps étant compris comme une machine, à la seconde où le corps est mort, c'est plus que du matériel pour nous. Et toute personne qui voit un être qui meurt est profondément choquée et voit que c'est pas vrai. Donc, ce que vous me racontez, c'est vous voyez le décès de quelqu'un, vous voyez bien que ce qu'on nous raconte, qu'à la seconde où il est mort, c'est plus que du matériel, c'est juste pas vrai. Que la présence de cet être, il y a quelque chose qui est là et qui devrait demander soin. Et ça, c'est vraiment part de la cruauté de notre temps. Ça, je suis très content parce que je n'ai jamais réussi à le dire aussi bien, mais là maintenant je peux le dire comme ça. La manière dont nous avons égard à notre corps est d'une cruauté. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Et d'une profonde cruauté. Et si nous ouvrions, et moi ce que j'aimerais, ce que je dis là, c'est que ça vous ouvre les yeux et vous dites « Ah non, c'est pas possible qu'on continue comme ça ». Exactement comme tu as dit ça. Mais non, ça n'est pas possible qu'on considère que le corps de cette personne que j'aime à la seconde où elle est morte n'est plus que du matériel humain qu'on doit descendre le plus rapidement possible à la morgue, parce que ça, dans une chambre froide, parce qu'on a déjà un rapport purement technique. Et là, on sent de tout son être, non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Et là, c'est quelque chose de cruel, d'une cruauté. Comment on peut s'en sortir de cette cruauté-là ? C'est quelque chose d'intenable. Moi, je pense que la raison pourquoi nous sommes tous dans des difficultés, des souffrances, ça réside là. Cette cruauté-là, nous la payons très cher. Donc c'est vraiment, merci beaucoup Antoine. C'est évident qu'on devrait veiller les morts, c'est absolument évident, mais ce n'est pas qu'une question de corps, c'est une question de tout, de l'équilibre d'un être humain. C'est quelque chose, mais là c'est un recul de notre humanité, mais c'est effrayant. Et là, il n'y a pas besoin d'entrer dans la question religieuse. On devrait pouvoir veiller un corps, on devrait veiller un être qu'on aime. Et vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas de corps. Le corps, c'est toujours en rapport à l'être tout entier d'un être humain. Nous n'avons pas un corps séparé de notre être. Il me semble que il y a eu des recherches en psychologie, je pense à la psychologie américaine, qui répondent un petit peu à votre question. Pourquoi est-ce qu'on pense sans son corps, ou on croit qu'on n'a pas besoin de son corps pour penser? Et je pense à un exercice qu'on fait dans certaines formations à la psychologie aux États-Unis. Ça s'appelle Play Interrupted, donc le jeu interrompu. C'est un jeu de rôle. On prend les étudiants, on les divise en un grand groupe et un petit groupe. Le grand groupe, ce sont les enfants. Le petit groupe, ce sont les instituteurs ou les institutrices. Et on met les enfants dans une salle pendant qu'on donne les consignes aux instituteurs et institutrices. Et à ceux-ci, on dit, eh bien, votre rôle, ce sera de recadrer les enfants. Ceux qui font dans le jeu de rôle le rôle des enfants rentrent dans la pièce et ils commencent à jouer. C'est leur travail, ils sont des enfants, ils jouent. Et à ce moment-là, les instituteurs, les institutrices arrivent. Moi, j'en ai fait l'expérience en tant qu'enfant, c'est d'une cruauté épouvantable. Non, tu ne peux pas faire comme ça, c'est pas bien. Non, mais je vais te montrer une autre manière de faire qui est bien plus rapide.
Et je crois que une autre chose qu'on sait en psychologie, c'est que tout ce qui est teinté de honte, c'est ce qu'on oublie. Et on apprend à craindre les mouvements de son corps que l'on suit en général dans le jeu, parce que quelqu'un nous a dit « Ah, c'est pas bien, il y a une meilleure manière de faire ». Et le poète René Char disait que la poésie est toujours en deçà de la différence entre le bien et le mal. Dans la poésie, il n'y a pas de mal, donc il y a une liberté complète. Et il y a, je pense à d'autres recherches en psychologie, des recherches fabuleuses sur ce qu'on appelle en anglais « the flow » pour les artistes. Là, je voudrais, parce que je voudrais qu'on centre un peu sur... parce que je comprends tout ce que vous dites. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment en rapport à la question du corps. En plus, le flow, je connais bien, mais... C'est complètement en rapport avec le corps, dans la mesure où on dit ton mouvement naturel, la manière intégrée dans laquelle tu bouges, avec ton corps et ton esprit qui dansent ensemble, n'est pas la bonne manière. Oui, moi j'ai plutôt l'impression que ce dont vous parlez, c'est le manque de bienveillance. Mais justifié par l'idée que il existe une meilleure manière de faire, donc justifié par une pensée supérieure. Je ne suis pas sûr que ça éclaire le phénomène. Moi, je crois que le problème de la cruauté par rapport au corps n'est pas que quelqu'un vienne vous dire « vous pouvez mieux faire ». Je crois que le problème de la cruauté qu'il y a par rapport au corps, c'est que le corps n'est pas vu comme pleine présence et que c'est ramené à du mécanique et que la coupure entre le corps et l'esprit nous déshumanise. Ce dont vous parlez est une souffrance profonde, mais j'ai l'impression que ça se situe à un autre niveau. Ça se situe vraiment dans le manque de bienveillance. Après, bien sûr, vous pouvez me dire, le manque de bienveillance nous empêche de faire confiance dans la plénitude de notre corps. Je veux bien, mais ça me semble juste un tout petit peu de côté. Mais je suis d'accord, si on dit le manque de bienveillance est un des axes qui empêchent les gens de faire confiance dans ce que le corps sait, là, peut-être, je vois mieux ce que vous voulez dire. Je pense que le corps, on le perd quelque part. Ah oui, et on le perd, vous pouvez appeler ça Moi, je pense par le manque de bienveillance, peut-être, mais c'est un manque de bienveillance qui se pense enseignement, oui, qui est justifié par ça. Oui. Moi, je reparlerai bien de cette expérience-là quand on parlera de la bienveillance, parce que là, ce serait vraiment très intéressant. Il n'y a pas d'autres questions ? Eh bien, je crois que nous avons fini pour ce soir.